Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce voyage fascinant au cœur de l'esprit humain. Aujourd'hui, nous allons explorer un territoire que nous traversons tous les jours sans vraiment le voir. Celui des lois psychologiques invisibles qui dictent nos réactions, nos peurs et nos succès. Vous avez sans doute déjà entendu parler de la loi de Murphy, cette fameuse maxime qui dit que si quelque chose peut mal tourner, cela tournera mal. On l'a tous vécu, la tartine qui tombe toujours du côté beurré, la file d'attente qui avance le moins vite dès que l'on s'y place. Mais ce que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui va bien plus loin que cette simple fatalité apparente. Nous allons dénouer les fils de notre comportement pour comprendre comment notre perception, nos émotions et même nos relations sont sculptées par des forces souterraines. Commençons par nous regarder dans le miroir, ou plutôt, par comprendre comment nous construisons notre identité. Il existe un concept fascinant appelé l'effet du moi dans le miroir, théorisé par le sociologue Charles Horton Cooley. Imaginez un instant que vous n'êtes pas simplement vous-même, mais le reflet de ce que vous pensez que les autres voient en vous. C'est vertigineux, n'est-ce pas? Contrairement à l'adage populaire qui nous invite à ignorer le jugement d'autrui. Cette théorie suggère que notre moi se forge précisément dans le regard des autres. C'est un processus en 3 temps. D'abord, nous imaginons comment nous apparaissons aux autres, ensuite. Nous imaginons leur jugement sur cette apparence, et enfin, nous ressentons une fierté ou une honte qui façonne notre identité. Prenons l'exemple d'une personne qui fait un don de charité. Si elle perçoit que les autres la voient comme généreuse, elle va intégrer cette qualité, se sentir bien, et renforcer ce comportement. À l'inverse, si elle pense être perçue comme hypocrite, elle se braquera. C'est comme dans ces romans où un méchant arrive dans un village inconnu, et pris par erreur pour un saint. Et finit par devenir réellement vertueux simplement parce qu'il se conforme au reflet que lui renvoie la communauté. Cela nous montre à quel point nous sommes des êtres sociaux, malléables sous le regard collectif. Et comment un simple changement de perception externe peut transformer notre réalité intérieure, comme ce jeune homme impoli dans le train qui, soudainement traité avec compassion par une mère de famille, se métamorphose en gentleman simplement parce qu'on lui a tendu un miroir positif. Cependant, notre perception n'est pas seulement influencée par les autres, elle est aussi biaisée par notre propre ego. C'est ce qu'on appelle le biais d'autocomplaisance. Avez-vous remarqué comment, lorsque nous réussissons, c'est grâce à notre talent, mais lorsque nous échouons, c'est la faute à la malchance ou aux circonstances? C'est un mécanisme de défense classique. Les PDG s'attribuent la hausse des profits mais blâment l'économie pour les pertes. Les conducteurs expliquent leurs accidents par des excuses invraisemblables pour ne pas admettre leur inattention. Dans le couple, c'est encore plus flagrant, chaque partenaire a tendance à surestimer sa contribution aux tâches ménagères. Ce qui mène inévitablement à des conflits. Ce biais protège notre estime de soi, certes. Mais il nous empêche aussi d'apprendre de nos erreurs et nuit à nos relations en nous rendant aveugles à nos propres failles. En parlant d'aveuglement, parlons de la manière dont nos décisions sont manipulées dès le départ par ce qu'on appelle l'effet d'ancrage. Imaginez votre esprit comme un navire. La première information que vous recevez sur un sujet agit comme une ancre, elle vous fixe à un endroit précis. Et il devient très difficile de s'en éloigner. Si je vous demande d'estimer un chiffre et que je vous donne un nombre aléatoire juste avant, votre estimation sera inconsciemment attirée vers ce nombre, même s'il n'a aucun rapport. C'est l'histoire de ce vendeur de sandwichs astucieux qui, au lieu de demander « voulez-vous un œuf », demandait « voulez-vous un œuf ou deux ». En posant cette question, il ancre votre esprit sur la quantité d'œufs, vous faisant oublier l'option de ne pas en prendre du tout. Pour échapper à cette ancre, il faut élargir nos horizons. Multiplier les sources d'informations et apprendre à penser de manière critique pour lever l'ancre et naviguer librement. Mais parfois, ce n'est pas une information extérieure qui nous piège, mais notre propre anxiété. Connaissez-vous l'effet Walanda? Karl Walanda était un funambule légendaire qui n'avait jamais connu l'échec, jusqu'au jour où il a commencé à se soucier de ne pas tomber. Sa femme a confié plus tard qu'avant sa chute mortelle, il ne parlait que de l'importance de ne pas échouer. Au lieu de se concentrer sur l'acte de marcher sur le fil. C'est la tragédie de la peur de l'échec qui devient une prophétie autoréalisatrice. Lorsque nous sommes trop focalisés sur les conséquences négatives, nous perdons les automatismes qui nous permettent d'exceller. Le stress positif nous motive, mais le stress négatif, celui qui nous fait douter de chaque pas, paralyse nos réflexes et nous précipite vers ce que nous redoutions le plus. C'est une leçon puissante, pour réussir, il faut se concentrer sur le processus, sur l'action présente, et non sur l'enjeu final.
Cette influence de l'esprit sur la matière se retrouve aussi dans la manière dont nous interprétons le monde visuel. Ce qu'on appelle l'effet Kuleshov. Au cinéma, l'expression d'un acteur semble changer selon l'image qui la suit, un bol de soupe, un cercueil. Une enfant qui joue alors que le visage est le même. Nous projetons nos propres émotions sur le monde. Cela a des implications énormes, même dans le marketing. Pensez à l'échec initial de Coca-Cola en Chine à cause d'une mauvaise traduction qui évoquait des têtards mordant de la cire. Le nom, l'image, tout cela crée une projection mentale qui détermine notre acceptation ou notre rejet. Le monde n'est pas seulement ce qu'il est, il est ce que nous projetons sur lui. Revenons maintenant à cette fameuse loi de Murphy. Si elle semble pessimiste en affirmant que le pire arrivera forcément, elle contient en réalité une sagesse cachée, la nécessité de la préparation. L'histoire tragique du vol Airasia en 2014 nous rappelle que de petites négligences, comme une soudure défectueuse ignorée, peuvent mener à des catastrophes. Murphy ne nous dit pas d'être fataliste, mais d'être prévoyant. Si l'erreur est humaine et inévitable, alors la sécurité réside dans l'anticipation de toutes les possibilités d'erreur. C'est une invitation à la rigueur, pas au désespoir. Parfois, cependant, la meilleure façon de résoudre un problème n'est pas de s'acharner, mais de lâcher prise. C'est l'effet d'incubation. Comme Archimède trouvant son Eureka dans son bain. Nous avons souvent besoin de mettre un problème de côté pour que notre subconscient puisse le traiter. L'acharnement crée des ornières mentales. Faire une pause, se divertir, permet à l'esprit de se réorganiser et de trouver des solutions créatives qui nous échappaient. C'est la puissance du non-agir stratégique. Mais attention à ne pas confondre intuition et illusion. L'illusion de contrôle nous fait croire que nous pouvons influencer le hasard. Comme ces gens qui pensent avoir plus de chances de gagner au loto s'ils choisissent eux-mêmes leur numéro. C'est une arrogance cognitive qui peut nous coûter cher. Il faut savoir faire confiance à son intuition, mais ne jamais oublier que le hasard reste le hasard. Dans nos interactions sociales, nous sommes souvent tentés de suivre le troupeau. C'est l'effet moutonnier. Si tout le monde regarde en l'air, nous regardons en l'air. Si tout le monde achète une action, nous l'achetons. C'est un mécanisme de survie ancestrale, mais dans le monde moderne, il peut nous mener à la perte. Comme ces parieurs qui suivent la foule sur un mauvais cheval. Garder son indépendance d'esprit est crucial pour ne pas être manipulé. Et en parlant de manipulation, méfions-nous de l'effet Barnum. Cette tendance à croire que des descriptions vagues et générales s'appliquent spécifiquement à nous. C'est le secret des horoscopes. Nous cherchons tellement à nous comprendre que nous acceptons n'importe quelle vérité floue qui semble nous flatter. Pour éviter ce piège, il faut une connaissance de soi lucide et précise. Simplifions les choses avec le rasoir d'Occam, l'explication la plus simple est souvent la meilleure. Pourquoi chercher des complications inutiles? Que ce soit dans le management, la conception de produits ou la vie quotidienne, éliminer le superflu permet de se concentrer sur l'essentiel. C'est le principe du minimalisme appliqué à la pensée. Moins, c'est souvent plus. Mais la simplicité ne veut pas dire ignorer les émotions. L'effet kick the cat, donner un coup de pied au chat, illustre comment nous déplaçons notre colère sur plus faible que soi. Un patron engueule un employé, qui engueule sa femme, qui engueule son fils, qui tape le chat. C'est une chaîne de toxicité émotionnelle qu'il faut savoir briser. Apprendre à gérer ses émotions, c'est éviter de polluer son entourage. La colère, d'ailleurs, est un poison pour celui qui la ressent. L'histoire des chevaux sauvages tués non par les chauves-souris vampires, mais par leur propre épuisement dû à la rage, est une métaphore saisissante. La colère est une forme d'autodestruction. Elle nuit à notre santé physique, à notre cœur. Apprendre à pardonner, ou du moins à lâcher prise comme dans l'effet Hercule où plus on frappe le monstre, plus il grossit est vital. Ignorer la haine la fait disparaître, s'y accrocher la fait grandir. Et que dire de l'importance de l'attention? L'effet Hawthorne nous montre que le simple fait de s'intéresser aux gens, de les écouter, augmente leur productivité et leur bien-être. Ce n'est pas toujours l'argent ou les conditions matérielles qui comptent le plus, mais le sentiment d'exister aux yeux des autres. C'est un besoin fondamental. Si ce besoin n'est pas comblé, ou pire, si l'on est confronté à des échecs répétés sans issue apparente, on risque de sombrer dans l'impuissance apprise. Comme ces éléphants retenus par une simple cordelette parce qu'ils ont appris petit qu'ils ne pouvaient pas la casser. Nous nous créons des barrières mentales basées sur nos échecs passés. Mais il n'y a pas de situation désespérée,
seulement des esprits qui désespèrent. Il faut cultiver l'optimisme et la résilience pour briser ces chaînes imaginaires. Pour avancer, il faut aussi des objectifs clairs. L'effet de la puce dans le bocal nous montre que si nous nous fixons des limites basses, nous finirons par ne plus pouvoir sauter haut. À l'inverse, la loi de Locke nous enseigne que l'objectif doit être ambitieux mais atteignable, comme un panier de basket. Assez haut pour être un défi, assez bas pour être possible. C'est cet équilibre qui crée la motivation. Et pour réussir, il faut savoir où l'on est bon. L'effet Wallach nous rappelle que le succès vient souvent de l'exploitation de nos points forts plutôt que de l'acharnement à corriger nos faiblesses. Trouvez votre domaine d'excellence et investissez-y toute votre énergie. Mais attention à ne pas s'endormir sur ses lauriers. L'effet de la grenouille bouillie est un avertissement redoutable, les changements lents et imperceptibles sont souvent les plus dangereux. Si l'on ne reste pas vigilant, si l'on ne saute pas hors de l'eau tiède avant qu'elle ne bouille, on finit par périr. Il faut garder une conscience aiguë des dangers potentiels, même quand tout semble calme. C'est ce qui a sauvé Boeing et perdu d'autres géants. Et une fois le succès atteint, l'effet Matthew entre en jeu, on donnera à celui qui a. Le succès appelle le succès, l'argent appelle l'argent. C'est une loi cruelle mais réelle de l'accumulation des avantages. Cependant, n'oublions pas le pouvoir de l'esprit sur le corps avec l'effet placebo. La croyance guérit. L'autosuggestion positive peut transformer notre réalité physiologique et psychologique. Si vous croyez que vous allez réussir, vous augmentez vos chances de le faire. Dans le domaine de la compétition, l'effet de poisson-chat, ou l'effet du ruitreau, le temps, nous rappelle que nous avons besoin de stimulation, voire de stress, pour rester alerte. Un environnement trop confortable nous endort. Un concurrent agressif, un défi difficile, c'est ce qui nous pousse à nous dépasser. C'est comme ces sardines qui restent vivantes grâce à un poisson-chat prédateur mis dans leur bac. L'adversité est le moteur de la vitalité. Face au choix, ne soyez pas comme l'âne de Buridan, mort de faim entre deux tas de foin identiques faute de pouvoir choisir. L'indécision est souvent pire que le mauvais choix. Il faut trancher, agir, et ne pas regretter. Et si l'échec survient, rappelez-vous le théorème de Killet, le succès est la capacité à ne pas se laisser décourager par l'échec. Regardez l'histoire du câble transatlantique, des années d'échecs cuisants avant le triomphe final. La persévérance est la clé ultime. L'effet Bernal nous met en garde contre la dispersion, aller au bout des choses est essentiel. Creuser 1000 trous peu profonds ne vous donnera jamais d'eau, il faut creuser un seul puits profond. Dans nos relations, la première impression est cruciale, c'est l'effet de primauté. Mais l'effet de récence nous dit que la dernière impression compte tout autant, surtout avec nos proches. Nous devons soigner nos entrées et nos sorties. L'effet de halo nous montre comment une seule qualité visible peut nous faire attribuer toutes les vertus à une personne. Un piège classique de la séduction et du marketing. Et attention aux stéréotypes qui figent notre jugement. L'effet Obama nous a montré que l'exception peut briser la règle du préjugé. Le sourire est une arme redoutable, loi de Mandignuot, un passeport universel qui désarme l'hostilité. Et n'oubliez pas la réciprocité, nous aimons ceux qui nous aiment. C'est l'effet miroir des sentiments. Si vous voulez être apprécié, commencez par apprécier les autres sincèrement. L'effet Aronson ajoute une nuance subtile, nous préférons ceux qui nous ont d'abord critiqués puis aimés, à ceux qui nous ont toujours aimés. La conquête de l'estime a plus de valeur que l'estime acquise. En matière de persuasion, la technique du pied dans la porte est redoutable, commencez par demander peu pour obtenir beaucoup. C'est l'art des petits engagements qui mène au grand. À l'inverse, la technique de la porte au nez consiste à demander l'impossible pour obtenir le raisonnable par effet de concession. Et n'oublions pas l'effet du fruit défendu, interdire quelque chose, c'est le rendre irrésistible. Roméo et Juliette ne se seraient peut-être pas aimés avec tant de passion sans la haine de leur famille. Attention à ne pas saturer votre auditoire. L'effet de dépassement de limite nous apprend que trop de communication tue la communication. Répéter 100 fois la même critique la rend inopérante et agaçante. Il faut savoir s'arrêter. Dans l'économie de nos vies, méfions-nous de l'effet vœu blanc, acheter cher juste pour le prestige. Ne confondons pas prix et valeur. Le paradoxe de Giffen nous montre que parfois, plus c'est cher, plus on en veut, par peur du manque. C'est la base de la spéculation. Et le surplus du consommateur nous rappelle que la bonne affaire est avant tout une satisfaction psychologique. Enfin, terminons sur quelques principes de gestion de soi et des autres.
Le principe de Peter nous avertit, dans une hiérarchie, chacun tend à s'élever jusqu'à son niveau d'incompétence. Il faut savoir refuser une promotion si elle nous éloigne de notre zone de talent. L'effet des scies nous met en garde contre la destruction de la motivation intrinsèque par des récompenses externes. Payer quelqu'un pour faire ce qu'il aime peut lui ôter le goût de le faire. La loi de l'indignité nous dit que si nous ne trouvons pas de sens à notre travail, nous ne le ferons jamais bien. Il faut trouver du sens, ou changer de travail. L'effet Régnier nous enseigne que le salaire n'est pas tout, l'environnement, la culture, le paysage comptent énormément pour retenir les talents. L'effet Pygmalion, ou Rosenthal, est peut-être le plus beau, croyez en les autres, et ils se surpasseront. Nos attentes façonnent la réalité de nos enfants, de nos élèves, de nos employés. Et pour finir, la théorie de la vitre brisée, ne laissez pas les petits défauts s'installer, car le désordre appelle le désordre. Soyez intransigeants sur les détails pour préserver l'ensemble. Et rappelons-nous l'effet Diderot. La possession d'un nouvel objet peut entraîner une spirale de consommation pour tout mettre au niveau de cette nouvelle acquisition. Apprenons à apprécier ce que nous avons sans tomber dans l'escalade. Enfin, face à un danger imminent, appliquons le principe du crocodile, si vous êtes pris, sachez sacrifier une jambe pour sauver votre vie. Savoir renoncer est parfois la plus grande des sagesses. Voilà, nous avons parcouru ensemble ce paysage complexe de la psychologie humaine. Ces lois ne sont pas des fatalités, mais des outils. En les comprenant, nous cessons d'être des marionnettes tirées par des fils invisibles pour devenir les acteurs conscients de notre propre destin. Merci de votre écoute, et à très bientôt pour continuer à explorer les mystères de notre esprit.